Nous vivons dans un monde qui pense, mais qui n'écoute pas. Et ça fait 2500 ans que ça dure. Depuis ce qu'on a appelé le miracle grec, qui, de mon point de vue, n'est peut-être pas un si grand miracle que ça, et nous sommes en train de découvrir les limites de ce que l'on a appelé le miracle grec. Parce que jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, les êtres écoutaient le monde. En Inde, dans l'Inde védique, en Chine, en Égypte, on écoutait le monde, et quand on devait en parler, on n'utilisait pas de mots, on utilisait des images, des symboles, qui permettaient de décrire la subtilité, la complexité de ce qui avait été entendu. Car les mots sont trop réducteurs et séparent, alors que le monde est un ensemble uni, relié. Alors on utilisait des métaphores pour essayer de faire sentir ce que l'expérience de l'écoute du monde avait été, et on se soumettait à des rituels qui permettaient, une fois qu'on avait entendu quelle était la place de l'être humain dans le monde, d'essayer de se tenir à sa juste place. Et puis tout d'un coup, à Athènes, des philosophes disent « Non, il ne faut pas écouter le monde ». Et pourtant, ces philosophes avaient été entraînés dans les temples d'Égypte. Ils ont dit « Il faut penser le monde ». Et c'est Démocrite qui nous dit « Le monde est un ensemble d'atomes ». Atomos, la plus petite partie divisible. Alors, à force de chercher des petites parties, on a tout coupé en morceaux, on les a trouvés. Aujourd'hui, on sait que les atomes, on peut encore les couper en morceaux, en particules, sous-particules, cordes, vibrations. Écoutez le monde. Et pas le penser pour le dominer, le contrôler, et en avoir une représentation finalement fermée. Et nous sommes en train de découvrir les limites de cette expérience de la pensée, où, sans nous en rendre compte, nous avons valorisé ce merveilleux outil que l'évolution a fourni à travers les différentes couches de notre cerveau, jusqu'à avoir cet appareillage que l'on va appeler le mind en anglais, et que je vous demande de ne plus traduire par l'esprit en français, mais bien par le mental. C'est très important, parce que dans la langue française, il y a beaucoup de confusion. Et ça va rejoindre le sujet de l'attention, de la conscience, où parfois on utilise un mot pour un autre, et ça nous empêche de comprendre ce qu'il y a de très spécifique à côté de quoi nous passons parfois. Le mind, c'est le mental. Et le mind, il analyse, il interprète, il compare, il se souvient, il juge, il commente, il pense. Mais il y a une autre dimension de l'être qui s'appelle la conscience, consciousness, la pure conscience, qui, elle, ne pense pas. Elle ne fait que constater. Elle constate ce qui est. Elle ne le commande pas, elle ne l'analyse pas, elle accepte ce qui est. En ce sens, cette acceptation sans condition peut être appelée l'amour inconditionnel. La vraie conscience, pas celle des neuroscientifiques qui sont encore du côté du mind, où on est conscient parce qu'on est aware, comme on dit en anglais. On est attentif et on met des mots sur ce que notre attention a perçu, ou a permis de percevoir, plus justement dit. Mais ça, c'est la partie encore cognitive, intellectuelle. La conscience est une autre aventure qui n'est pas du monde du mind et du mental, mais du monde du vrai spirit, de l'esprit de l'être et de la vie qui est en nous, que toutes les spiritualités nous ont invités à explorer. Alors, j'ai bien entendu Idriss et merci de rappeler cela. Quand une idée est jugée ridicule, elle est combattue, et puis on la considère dangereuse, on justifie le fait qu'on la combatte, et puis finalement tout le monde finit par l'accepter. Reparler de spiritualité aujourd'hui pourrait paraître dangereux, mais je suis convaincu qu'on finira par le réaccepter.
car cette science de la compréhension de l'esprit des êtres et des choses est absolument nécessaire. Et il n'y a que dans la nécessité que se produit l'évolution, nous a enseigné Darwin, et c'est bien vrai, nous sentons bien que nous sommes déconnectés de l'esprit même de nous-mêmes. Et cet engouement pour ce que l'on appelle la mindfulness aujourd'hui est sans doute une tentative, plus qu'une mode, une vraie tentative de fond, de reconnecter avec les conditions qui permettent d'accéder à l'esprit des êtres et des choses. Et pour y accéder, il faut calmer le mental. Et c'est précisément ce que la méditation propose. Mindfulness, remarquez qu'on a traduit cela en français par pleine conscience, ce qui est une absurdité. Et j'en ai discuté avec la traductrice de John Kabat-Zinn, qui est belge et je suis belge, et qui m'a dit oui, c'est vrai, on s'est inspiré de ce que Thich Nhat Hanh, un moine bouddhiste vietnamien, avait titré un de ses livres, mais ils ont confondu et appelé mindfulness pleine conscience n'est pas vrai, parce qu'il aurait fallu dire full consciousness. Mindfulness, c'est pleine attention, plein de mind, parce que l'attention est une des capacités du mind, du mental. Et qui a déjà pratiqué la mindfulness ici? Mais vraiment, parce que là, tout à l'heure, j'ai vu beaucoup de bras se lever, j'étais étonné, c'est plus que la proportion dans la population générale. Ah là, on est déjà plus proche, à mon avis, de la réalité. Si vous avez déjà pratiqué la mindfulness, vous avez déjà constaté qu'il s'agit de revenir à diriger l'attention sur ce qui se produit en nous et autour de nous dans l'instant présent. Et d'éviter de laisser le mind, la pensée, s'emballer dans ce que l'on appelle une réflexivité où une idée entraîne une autre. Et revenant toujours sur la constatation de ce qui se produit dans l'instant présent, dans le champ de l'attention, inévitablement, le mental va se calmer. Le corps va se détendre. Et alors, nous avons la possibilité de laisser la conscience s'éveiller en nous. Et remarquez bien que j'ai dit la conscience s'éveiller en nous et pas ma conscience qui s'éveille en moi. C'est quand je fais taire le mental qui se calme que l'idée même de moi diminue. Parce que le mental, pour pouvoir parler de lui-même, a créé une entité qu'il appelle moi. Cette entité qu'il croit être solide, constituée de toutes nos sensations, de nos émotions, de nos pensées, de nos croyances auxquelles on s'accroche, ou parfois tellement accroché qu'on est capable de tuer pour imposer nos croyances aux autres. Parce que si les autres ne croient pas la même chose que nous n'existons plus. Existare en latin. Ça n'a rien à voir avec être. Être qui vient de essere en latin, qui a donné essentia. Être, c'est ce qui reste quand je ne fais plus, quand je ne sors plus dans le monde, que je suis simplement dans le monde. Alors, ce mental qui crée cette entité moi qui dit je, ego en latin, et loin de moi l'idée de détruire l'ego, parce qu'on entend parfois dans ce genre de discours l'ego comme diabolisé. Ne diabolisons pas l'ego, nous avons besoin de cette identité pour exister dans le monde. Mais ne laissons pas cet ego prendre toute la place. Ne laissons pas ce mental diriger tout le jeu, parce que le mental, il est fait de croyances, de conditionnements, d'a priori, et il tourne sur lui-même en boucle. Et il vit ce que l'on appelle en psychologie la névrose, à savoir que toutes ces blessures, toutes ces peurs que nous baladons en nous, que nous héritons parfois dans nos héritages culturels, familiaux, et puis après les expériences de notre propre vie, tout ça nous incite à mettre en place des systèmes de défense pour ne plus avoir à revivre le désagrément de cette souffrance.
Et ce sont ces systèmes de défense qui recréent exactement ce que nous redoutions. On a peur de perdre le contrôle. On passe son temps à contrôler le monde. Évidemment, les gens autour de nous essayent de nous échapper. Et on dit, tu vois, j'avais bien raison de contrôler, ils essayent de m'échapper. On a peur d'être abandonné. On passe son temps à essayer d'être en fusion avec les autres et de leur prendre de l'énergie parce qu'on croit que nous n'avons pas de ressources pour vivre par nous-mêmes. Mais les autres, on commence à leur pomper l'air et ils finissent par s'éloigner de nous et nous sommes reblessés de la même façon. C'est la névrose. Et ce mental tourne sur lui-même avec une idée préconçue du monde qui lui fait découvrir le monde pas plus qu'il n'avait pensé. Alors que quand le mental s'apaise, le sentiment même d'être moi diminue, d'être un moi séparé des autres diminue, et on peut alors accéder à une expérience tout autre, qui est celle de la vraie conscience, de la pure conscience. La mindfulness n'est que la première étape sur ce chemin. Et je fais partie de ces personnes, et en particulier de ces médecins, qui incitent aujourd'hui à aller un petit peu plus loin, pour ne pas faire de la mindfulness un espèce d'instrument qui serait au service de meilleures performances ou d'éviter quelques burn-out. Parce que bien sûr, nous avons tous les bons résultats qui sont annoncés dans cette étude que nous venons de voir, entre autres, avec une augmentation de l'empathie, de la compassion, de la qualité d'écoute, d'attention. Mais ce n'est que la première étape. Sur un chemin inouï, qui est le chemin spirituel. Oh, quel gros mot! Alors, quand on utilise les mots, je pense qu'il faut faire de la pédagogie pour préciser pourquoi on les utilise et ce qu'ils veulent dire dans notre bouche. En ce qui me concerne, la spiritualité ne touche absolument pas à la religion. On peut avoir une spiritualité sans avoir de religion. Mais la spiritualité a donné naissance à des religions. Et certaines personnes qui ont une vie religieuse ont une profonde spiritualité. D'autres, malheureusement, sont restées dans les concepts et ne vivent pas l'expérience. Il vaut mieux vivre l'expérience que de se réfugier dans les concepts, car Dieu n'est pas un concept, c'est une expérience. Et personnellement, je ne l'appelle pas Dieu, car c'est devenu un concept trop personnel pour parler de quelque chose qui est non personnel et universel, la conscience. L'œil qui voit tout et dans lequel tout est créé. Alors j'ai déjà perdu peut-être la moitié de notre auditoire ici, qui doit se dire, ça y est, on a un mystique parmi nous. Eh bien oui. Et les mystiques ont été combattus dans les sociétés, parce que, et en particulier par les religieux, très souvent, parce que le mystique est en contact immédiat avec le mystère de la vie. Par la contemplation, par cette ouverture de la conscience en lui, il voit, comme un enfant. D'ailleurs, c'est fascinant quand on rencontre un enfant. On se perd dans ce regard qui ne pense pas. Un enfant n'a pas encore ce cortex qui rend capable de penser. Un enfant ne fait que constater, percevoir. Et c'est un océan dans lequel on aime se perdre, car ça nous rappelle notre nature profonde, qui, au-delà du mental, n'est que conscience. Et cette conscience n'est qu'un grand vide, mais un vide rempli. Un vide plein, une vacuité, comme disent les bouddhistes. Un vide rempli de tous les possibles, car dans la conscience, tout apparaît et tout disparaît. Et dans cet espace paisible, silencieux, tout est possible. Peut-être qu'un jour, les physiciens quantiques rejoindront les mystiques en disant que dans ce grand vide où tout émerge, la conscience est l'élément déterminant qui fera la qualité et la nature de l'expérience. Comme on commence à oser le dire en physique quantique. En attendant, si je me permets de vous parler comme ça, c'est parce que j'ai mon petit parcours, comme chacun de nous, et ce parcours a commencé par une enfance très mystique. Mais très jeune, pour prendre ma place, ou pour occuper une place dans le monde, j'ai compris qu'on n'accepterait pas ma sensibilité si je ne me mettais pas au service des autres.
Donc j'ai commencé à vraiment aider, tout le temps aider. Et j'ai choisi le métier de médecin et puis de chirurgien. Et à 35 ans, enfin 33 exactement, mais c'est à 35 ans que j'ai vraiment tout envoyé promener, j'ai senti que je faisais fausse route parce que je me desséchais dans ce métier, dans un monde médical qui malheureusement, alors qu'il est rempli de belles vocations, ne laisse pas la place pour cette relation profonde à l'esprit de l'être humain. Où comme dans tous les secteurs de la société, on fonctionne, on finit par ne plus fonctionner et penser de façon préconçue, sans écouter, sans même s'écouter soi-même. Et aujourd'hui, le nombre de médecins qui sont en burn-out est plus qu'inquiétant, quand on sait que dans une civilisation, c'est le pilier qui est là pour préserver la vie ou restaurer la vie. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai fini par créer cette école de la présence thérapeutique qui, au départ, n'était accessible qu'aux personnes dans la relation d'aide et de soins, beaucoup de médecins, d'infirmières, de kinésithérapeutes, d'ostéopathes et aussi de personnes du monde alternatif et complémentaire. Mais aujourd'hui, on est appelé dans les entreprises, on commence à être appelé dans les écoles, parce que nos sociétés ont tellement besoin qu'on vienne reparler de notre esprit, de l'esprit de la vie. Alors j'ai quitté ce métier de chirurgien, j'étais directeur dans une marque de prêt-à-porter italienne pendant une petite année ici à Paris. Enfin, ici à Paris, non, à Paris, ici on est à Lyon. Et puis je me suis autorisé à retourner dans cette contemplation et puis à essayer de faire le pont entre la médecine conventionnelle et ces médecines parfois un peu étranges, mais qui ont gardé cet esprit et qui pourraient enrichir notre médecine et qui pourraient enrichir toute la société. Donc voilà pourquoi j'ai accepté de venir jusqu'ici ce soir, parce que je crois que vraiment, si nous voulons œuvrer au mieux-être, parce que c'est tous ces mots du mieux-être, c'est très gentil, mais allons au fond. Allons là où vraiment il y a la vitalité de l'être et de la vie en nous. Allons dans ce silence intérieur, dans ce silence de la conscience. Faisons taire un peu le mental. Alors comment on fait ça ? Ben oui, pratiquons par exemple la mindfulness, mais essayons de vivre notre vie comme une méditation. Respirons. Soyons attentifs à nous-mêmes d'abord, avant d'être attentifs aux autres. Et puis, écoutons l'autre avant de penser à sa place. Faisons un espace à l'intérieur de nous pour faire de vrais choix, ne pas être simplement dans la réaction, mais dans une action choisie, consciente. Et notre cerveau peut être rééduqué à cela. Daniel Goleman nous a parlé de l'amygdale, qui se déclenche comme ça très vite avec ce système de peur. Et vous savez que certaines personnes, quand elles partent en vacances, elles ont l'amygdale tellement à l'envers qu'elles angoissent quand elles sont en vacances. À savoir que d'habitude, l'amygdale génère notamment de la peur dans des situations qui sont dangereuses. Mais on est tellement habitué d'en vivre dans le stress et dans ce qui est dangereux pour nous que l'amygdale s'habitue à ça aussi. Et c'est que quand on se retrouve, notamment à essayer par exemple de méditer ou de se reposer sur une plage, que tout d'un coup l'amygdale enregistre ça comme bizarre, donc dangereux, et ça génère de l'angoisse. Et il y a des gens qui partent en vacances, ils sont angoissés, ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils ne peuvent pas contempler la mer. Ils ne peuvent pas juste regarder ce qui est. Il faut qu'ils pensent et qu'ils fassent. Nos amygdales sont souvent complètement programmées à l'envers. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça se reprogramme très facilement avec un tout petit peu d'entraînement, avec un tout petit peu d'intention d'être dans l'attention. Alors je ne crois pas beaucoup, j'ai beaucoup donné de conférences et très savantes avec plein d'études scientifiques quand j'avais écrit La solution intérieure et tout ça. Je crois à la valeur de l'information qui délivre un savoir. Mais je fais vraiment la différence entre le savoir et la connaissance. Et la vraie connaissance, elle ne vient pas de l'intellect. Vous ne la trouverez pas dans les livres.
La vraie connaissance, elle vient de quelque chose qui émerge de profond en nous et elle donne accès à la vraie sagesse, ce que les Indiens en Inde appelaient la prajna. Cette sagesse profonde que les rishis, ces yogis qui en méditation ont écrit les Védas, Védas qui voulait dire connaissance, science. Et du coup, l'Ayurveda, la science de la vie, la plus vieille médecine encore officiellement représentée sur cette planète. Ces yogis, ces rishis, ils n'ont pas été chercher ça dans des livres, ni dans des microscopes, dans des scanners ou des résonances magnétiques. Ils l'ont entendu au fond d'eux. Parce que tout être humain a accès à cela. Et quand je n'ai pas eu d'enfant, mais quand j'écoute mes neveux, mes nièces dire des vérités absolues à l'âge de 5 ans, mais ça vient d'où, ça? Ça vient de l'esprit, ça vient de la conscience, ça vient de ce savoir tout profond, de cette connaissance tout profonde qui est au fond de chaque être humain. Je vais peut-être en choquer certains, avant de passer à une petite méditation, en disant que la conscience est partout et dans tout, y compris dans ce fauteuil. Les molécules de ce fauteuil ont la conscience. Bien sûr qu'elles ne sont pas capables de dire « tiens, il est en train de pousser » et de dire « tiens, c'est un type avec un bracelet orange qui pousse sur nous ». Non, ça c'est la conscience intellectuelle, ça fait partie du mental. La conscience qui est simplement dans la perception de ce qui est. Les molécules, elles sentent bien ma pression. Elles ne mettent pas de mots sur leur ressenti, mais elles l'ont senti et elles vont s'adapter à cette pression. Elles vont avoir une réaction. Le vivant est conscient. Et je suis tellement réjoui aujourd'hui de voir des livres en librairie apparaître sur les animaux et la conscience, sur la conscience des plantes. Le vivant est conscient. La conscience est dans tout et partout. Elle est l'esprit de la vie. Elle est ce qui reste quand tout le reste a disparu. Bon, ce coup-ci, mon compte est bon. Je pense que vous pouvez appeler l'hôpital psychiatrique. Je vais finir là-bas ma nuit, ça sera très bien. Je mets un peu de dérision parce que ce n'est pas si évident quand on ne connaît pas les gens et qu'on n'a pas forcément des gens qui viennent pour vous écouter parce qu'il y a un public acquis qui lit les livres que vous écrivez. On se dit, mais qui est en face de moi ? Ils vont penser quoi ? Et puis tant pis. Et puis tant pis. Et plutôt que de penser, je vais vous inviter à faire l'expérience. On va faire une petite méditation que j'appelle la plongée dans le silence intérieur. Et si cette méditation vous parle, sachez que sur le site de l'école de la présence thérapeutique, www.edlpt.com, vous pouvez avoir accès à cette méditation totalement gratuitement en la téléchargeant, dans l'audio et dans une vidéo aussi. Donc, vous n'avez pas à prendre de notes ou quoi que ce soit, juste faire l'expérience d'une petite méditation en 4 étapes que nous pouvons pratiquer un peu formellement au départ, mais qui par la suite, moi dans ma vie, c'est tout le temps, tous les jours, même quand je vous parle, je suis dans cette méditation. 4 étapes. La première, je me pose, je me dépose et je me repose. Ça ressemble vachement à la mindfulness. La deuxième, j'ouvre mon cœur. Et là, je vais insister. Si certains d'entre vous pratiquent le Qigong, le Tai Chi, le yoga ou le Tantra qui est cette tradition millénaire qui travaille sur l'énergie et la conscience et qui a inspiré tout l'hindouisme et tout le bouddhisme et toutes les philosophies orientales, ce Tantra va vous inciter à ouvrir le cœur, mais physiquement, pas juste avec des bonnes pensées. On détend la poitrine, on respire par là et on sent l'énergie qui se répand d'une profonde détente, d'une profonde acceptation. C'est Swami Prajnampath, qui a longtemps été une inspiration pour André Comte-Sponville, qui disait « Chaque fois que vous aidez un autre à se détendre, vous l'aimez. Chaque fois que vous vous détendez, vous vous donnez de l'amour. » Détendre, détendre. Alors, le mental va tellement s'apaiser qu'on pourra passer à la 3e étape qui sera écouter ce qui est au-delà du mental. Au-delà de ses sensations, de ses émotions, de ses pensées, il y a le silence. Le silence n'est pas l'absence de bruit. Le silence est l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent.
Ça ne sert à rien de faire du silence. On ne peut pas créer le silence. Le silence est de toute éternité. Il est à l'arrière-fond. Il est l'espace dans lequel tout surgit et tout s'évanouit. Le jour où j'ai entendu le silence la première fois, j'étais en train de travailler à mon bureau et il y avait un marteau-piqueur dans la rue qui faisait un bruit épouvantable et toute mon attention était captée par ce marteau-piqueur, incapable de terminer mon travail. Et je suis revenu dans un peu de mindfulness et tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est produit. Le marteau-piqueur était toujours là, j'entendais ce bruit, mais j'ai entendu ce qu'il y avait derrière le marteau-piqueur. Il y avait du silence. Et quand on commence à écouter ce silence, alors, le mental qui a tendance à s'identifier à ce qu'il perçoit, ses sensations, ses émotions, ses pensées, finit par s'identifier à ce silence et il est noyé dans le silence. Et on vit très subrepticement au départ des expériences dites mystiques, qu'en science on appelle des expériences unitaires. Et je me permets, avant de faire la petite méditation, je prendrai 2 minutes de plus, parce que ça, je dois vous le dire, puisqu'on a parlé beaucoup de science ici ce soir, et que mon propos n'est pas venir avec encore un peu de science, mais quand même, l'expérience unitaire a été étudiée, et on sait, grâce aux électroencéphalogrammes et les résonances magnétiques nucléaires fonctionnelles, que lorsque quelqu'un connaît l'état unitaire, l'expérience mystique, mais qui est presque un gros mot en science, alors on préfère dire état unitaire, ce sentiment océanique de se dissoudre dans plus grand que soi, qui est en soi finalement. C'est en soi et c'est tellement plus grand que nous. Et de se dissoudre et de ne plus avoir de limites et d'être un avec toute l'expérience, d'être un avec tout et tout en un. Dans cet état unitaire, on voit très très bien que certaines zones du cerveau au niveau pariétal vont être désactivées. En particulier les aires de la sensation d'avoir des limites corporelles et les aires de l'orientation spatio-temporelle. Ça explique donc effectivement les symptômes qui sont vécus à ce moment-là. Et certains neuroscientifiques disent « Ah ben c'est bien la preuve que c'est une hallucination ». Mais d'autres disent, et je fais plutôt partie de ceux-là, je ne suis pas neuroscientifique, mais comme un médecin, disent « Non, ce n'est pas forcément une hallucination ». Car si vous mettez une tarte aux cerises devant vous et que vous enregistrez l'activité de votre cerveau, eh bien, on va voir que l'aire occipital, qui est l'aire visuelle, va être activé parce que vous regardez la tarte aux cerises. Et il y aura sans doute d'autres aires aussi parce qu'il y a l'odeur de la tarte aux cerises et d'autres perceptions qui y sont associées. Ce n'est pas pour ça que c'est une hallucination. Si maintenant vous fermez les yeux ou vous mettez un cache devant les yeux et la tarte aux cerises est toujours là et qu'on enregistre l'activité du cerveau, ça sera le calme plat. Parce que le récepteur n'est pas allumé. Alors il est tout à fait possible que dans certains états où le mental s'est calmé, nous avons un récepteur à une autre dimension de la réalité qui nous montre ce qu'elle est vraiment la réalité, cette grande unité. Alors c'est à ça que je vous invite.